Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle beaucoup de la reprise économique mais aussi de recrudescence des burn-out. On va en parler dans quelques instants avec Astrid Le Fur, elle est coach et elle tient un blog, on en parlera avec elle dans quelques instants. Smart et Réglo, notre rubrique juridique, comment faire pour faire face à un contrôle de l'inspecteur du travail? Oui, c'est toujours un moment un peu angoissant, on en parle avec Étienne Pujol, il nous donnera quelques conseils pratiques sur ce sujet. Le cercle RH est notre débat quotidien. Comment tendre la main aux millennials, ce sont les jeunes, comment les organisations doivent faire pour les intégrer, les engager dans l'entreprise. C'est la mission de Bosom Project and Youth Forever. On recevra leur fondatrice dans quelques instants. Et puis pour terminer notre émission, la société Fork recrute. On en parle avec sa DRH. Ce sera d'ailleurs l'occasion de découvrir cette entreprise qui cartonne. Ce sera à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job, on parle beaucoup de cette reprise économique avec des bons résultats des entreprises, mais ce dont on parle le moins, ce sont des burn-out. La rentrée a été terrible, cette rentrée de septembre. On en parle avec Astrid Le Fur. Bonjour Astrid. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes coach professionnel depuis 2 ans et demi, conférencière, autrice d'un blog qui s'appelle « Partage ton burn-out ». Il existe depuis 4 ans environ, 140 000 vues, plus de 140 000 vues sur ce blog. D'abord, un tout petit mot sur vous, parce qu'on ne devient pas coach par hasard. Vous êtes ingénieur à l'origine et vous avez travaillé dans l'agroalimentaire. Pour le dire abruptement, c'était un terrain d'observation du burn-out, ces secteurs dont on dit qu'ils sont souvent durs. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, j'y étais parce que j'avais envie d'être ingénieur, de m'investir dans le développement de produits. Et ce que j'y ai découvert, alors avant le burn-out, c'est déjà le coaching professionnel. Comment est-ce qu'on se développe dans une entreprise? C'est la première chose que j'y ai appris. Et j'y ai découvert le burn-out, alors pas au début, mais en 2016, parce que ça m'est arrivé. Vous avez traversé un burn-out. Exactement. Pourquoi? Parce que vous aviez trop donné, sans compter, parce qu'il y a un peu de ça dans le burn-out. Il y a l'idée j'y crois, je m'investis, plus je travaille. Et puis à un moment donné, ça s'arrête, la machine s'enraye. Comment ça s'est passé pour vous? C'est exactement ça, c'est une maladie du déni et du surinvestissement. On a une vision, on a une envie, et puis on se donne sans écouter les signaux d'alerte de notre corps qui nous dit qu'on est en train de s'épuiser et qu'on est en train de foncer dans le mur. On va parler de votre activité de coach d'accompagnement, parce que vous l'avez traversée, donc vous l'avez vécu de l'intérieur, mais comment s'est passé le regard de l'extérieur? Parce qu'on parle souvent de ce burn-out, d'une grande souffrance, d'une grande détresse. Comment vous avez été accompagné, ou pas d'ailleurs? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que pour les collègues, c'est très difficile parce que c'est une place qui reste vide sans qu'on comprenne pourquoi. Souvent, les personnes se disent mais pourquoi elle ou pourquoi lui? Parce qu'on a du mal à penser que ce sont des personnes qui sont fortes, battantes, qui vont être concernées par le burn-out. Donc pour les collègues, c'est beaucoup d'incompréhension, de ne pas savoir quoi faire. Souvent, les managers, la direction aussi ne sait pas quoi faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les accompagne à mieux comprendre ce que c'est et à savoir comment on accompagne un salarié en burn-out. Et puis à côté, les professionnels, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des professionnels qui étaient spécialisés dans le domaine. Quand je demandais mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui va m'arriver, on me regardait souvent avec compassion en disant ma pauvre, ça va être long, sauf que j'avais pas de réponse. Et pour moi, c'était très stressant de pas avoir de réponse claire. C'est pour ça que j'ai créé ce blog, pour partager des informations claires sur ce que c'est que le burn-out, pour permettre aux personnes de mieux comprendre comment remonter la pente. Vous l'avez remonté, vous vous êtes reconstruite en quittant donc cet univers de l'entreprise et vous êtes devenu coach. Aujourd'hui, c'est quoi la manière dont on accompagne une personne en détresse, en burn-out? Parce que j'ai quand même le sentiment que quand on arrive en fin de course, c'est déjà trop tard. Quand la personne a déjà été détectée burn-out, c'est très compliqué. En fait, l'idée, c'est peut-être d'être en amont, en prévention. Comment on fait là? Tout à fait. Moi, l'idée, vraiment, pour moi, l'idéal, c'est d'intervenir dans les entreprises avant, en prévention. Comment on fait? D'abord, on peut informer. Je fais des conférences dans les entreprises pour expliquer ce que c'est. Quels sont les signaux que l'on voit des mois
des années parfois avant C'est quoi le les moment de l'arrêt signaux de travail. pour un manager? C'est quoi les éléments qui lui font dire tiens, ce collaborateur va pas bien là. C'est ça le mot, il va pas bien. Alors d'abord, il y a des éléments de profil qu'on va pouvoir reconnaître avant même qu'il n'aille pas bien. On va reconnaître ces personnes qui sont engagées, qui vont donner beaucoup d'elles-mêmes. Il y a des profils spécifiques qui vont être plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'elles vont faire un burn-out, mais elles vont être plus à risque, donc on va pouvoir en prendre soin plus précisément. On le voit dans leur attitude. Exactement. Et puis, il va y avoir aussi des symptômes physiologiques. On va voir la personne qui va être peut-être plus tendue, les pauses comportementales aussi, les pauses déjeuner qui vont se raccourcir, et puis elle va commencer à être inefficace. Alors quand on arrive à l'inefficacité, on a déjà bien atteint le corps, donc souvent c'est quand même l'arrêt de travail à ce moment-là, mais avant, il y a pas mal de symptômes qu'on peut détecter, et c'est ce que je leur apprends en formation, du coup, pour manager ou RH. Donc l'enjeu aussi pour vous, c'est de donner les armes, les outils aux managers pour qu'ils puissent en amont, très en amont, le détecter. Une fois que le manager a été formé par vos soins, Astrid Le Fur, qu'est-ce qu'il fait très concrètement? Qu'est-ce qu'il devrait faire ou doit faire? Alors donc il y a plusieurs éléments. Il y a cette première dimension de venir détecter qui vont être les personnes les plus à risque. Et puis il y a aussi des éléments en lien avec l'environnement de travail et les causes qui génèrent des burn-out. Et c'est là clairement que l'entreprise peut jouer le plus pour identifier ce qui, dans l'environnement de travail, va être des stresseurs pour leurs salariés. Oui. Et au-delà de générer des burn-out, de toute façon, ça génère de la non-performance. Donc c'est intéressant d'y travailler en amont pour permettre à chacun de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Un mot sur les fameux managers toxiques, parce que les entreprises, je pense à Michelin en particulier, qui a commencé à engager une grande réforme de ces soi-disant managers toxiques ou de ces managers toxiques. Ça, c'est un enjeu quand même d'alerter sur ces managers toxiques, parce que parfois, la direction est très embarrassée. Elle sait que ce manager peut causer des difficultés, mais hésite à prendre des mesures. Souvent, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une connaissance de certaines pratiques qui sont toxiques ou de certaines personnes qui ont des comportements toxiques. Et en même temps, c'est difficile de le prendre à bras-le-corps. Je trouve que c'est très courageux de venir l'annoncer et je pense que c'est très aidant pour les salariés dans la confiance qu'ils peuvent avoir dans leur employeur de se dire je sais que ça a été annoncé clairement, que la posture, elle est posée. Donc, je vais pouvoir informer, parce que souvent, ça ne se dit pas. Je vais pouvoir informer quand je me sens en posture difficile. En fait, ce que vous dites, Astrid, c'est que ça remet aussi les pendules à l'heure dans la relation parfois un peu tendue entre un manager et un collaborateur. Si la direction s'engage à rééquilibrer finalement le rapport de force, c'est de ça dont il est question, et ne pas toujours donner raison au manager, parce que c'est souvent douloureux pour la personne qui subit. Vous, les causes endogènes qui ont provoqué ce burn-out, vous les avez identifiées, j'imagine? Vous avez travaillé sur vous-même? Oui. Alors en général, il y a 6 grandes causes. Donc la première dont on entend le plus parler, c'est le surmenage. C'est une charge de travail qui est trop importante, mais souvent ça ne suffit pas. Il va y avoir d'autres causes comme le manque d'autonomie. Est-ce qu'il y a trop de processus, trop de procédures qui fait que le travail comme moi je voudrais l'organiser ne peut pas se faire? Il peut y avoir le manque de confiance. Donc quand on en parle avec Michelin, finalement il crée de la confiance, donc ça permet... Exactement. Et on libère la parole. On libère la parole. Bah oui, soudain on se dit je peux le dire. Exactement. Et puis, il y a un autre élément qu'on trouve souvent dans les burn-out, c'est une rupture avec les valeurs. Il y a quelque chose qui est important pour moi, et ce que je fais, ce à quoi je contribue, quelque part, c'est en rupture avec ce qui est essentiel pour moi. Ça génère un stress qui est chronique, qui n'est pas lié à la surcharge, et qui peut générer des burn-out à lui-même. Donc sur le profil, on n'est pas allé jusqu'au bout. Vous dites qu'il y a des profils, ce sont des personnes qui sont surengagées, ça on l'a entendu. Est-ce que dans le profil psychologique, c'est quand même des personnes qui sont, je dirais, authentiques, qui sont très centrées et qui tout d'un coup se retrouvent décalées dans leurs valeurs? Ce que je dis dans les profils, c'est qu'on va trouver donc les battants, les forts, ceux qui y vont et qui lâchent pas. Les autres, ils ont lâché avant. On va trouver les perfectionnistes, ceux pour qui bien faire leur travail, c'est essentiel. Donc quand je parle de rupture de valeur, s'ils n'arrivent plus à bien faire leur travail, on se retrouve en rupture de valeur. On va retrouver les gentils, ça correspond à ce que vous êtes en train de dire, je leur donne ce mot-là. Ceux pour qui les besoins des autres sont plus importants que leurs propres besoins. C'est ceux dont on dit qu'ils n'arrivent pas à dire non. Ils ont dit oui parce qu'il faut bien le faire ou parce que ça rend service. Du coup, ils vont se retrouver écrasés par le travail. Et ce que je dis aussi, c'est qu'on va retrouver les profils atypiques, les personnes hypersensibles et les personnes haut potentiel, parce qu'elles ont un fonctionnement qui va être plus épuisant que les autres, parce qu'elles doivent s'adapter au groupe. Quelques mots, on a des chiffres en cette rentrée. Alors on n'est plus dans la rentrée, on est passé déjà dans un
premier trimestre presque de cette rentrée, mais il y avait en septembre 44% de personnes qui étaient en détresse psychologique. Quand on a ce chiffre, ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas forcément été détectées. Comment on arrive à savoir qu'on est à 44%? C'est des gens qui ont tiré la sonnette, qui sont allés voir le DRH. Comment on a... Donc ça, c'est une enquête qui a été faite par OpinionWay. Ils ont pris un panel de personnes et c'est déclaratif. C'est les personnes qui se déclarent en détresse psychologique. Et ce que je trouve intéressant, si on regarde encore plus précisément sur le sujet du burn-out, c'est qu'on serait, et ça c'est un chiffre d'octobre, à 2 550 000 personnes concernées qui se disent en état de burn-out. Mais vous trouvez que ce paradoxe, vous qui avez quitté l'entreprise depuis maintenant quelques années, vous n'êtes plus, je dirais, dans le chaudron. On nous parle d'une reprise économique, l'entreprise va bien, que les chiffres sont bons. Et vous êtes, je dirais, un peu en coulisses et vous dites, c'est peut-être pas aussi rose qu'on nous le dit quand même. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a la crise qu'on a traversée qui a tendu les éléments où il y avait déjà des failles. Oui. C'est ça que je dis, c'est pas la crise qui génère des burn-out. On les avait avant en gestation. Il y avait des tensions en gestation et là, le système se tend et ça explose là où il y avait déjà des failles quelque part. Et puis, il y a toute une quête de sens qui s'est créée avec ce qu'on a vu. Ça, c'est le Covid, ça. Ça, c'est le Covid. On s'est regardé, quoi. Et donc, sur la ligne rupture de valeur, on va retrouver des personnes qui vont se dire, mais en fait, ce que je fais n'a aucun sens. Et puis, c'est là que ça explose. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le blog Partageons notre burn-out, j'imagine qu'il y a ces questions. Enfin, vous répondez à la question que je vais vous poser, mais je vous la pose sur le plateau. La première chose que doit faire une personne qui, sans avoir tout à fait pris conscience qu'elle était en burn-out, elle sent qu'elle n'est pas bien, elle a lu quelques articles, elle vous a écouté. Qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? La première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin généraliste. C'est la personne qui pose le diagnostic et c'est la personne avec qui on a un contact très rapide. Pour voir un psychologue ou un psychiatre, souvent on attend des semaines, des mois. Et donc c'est elle qui va vous aider à définir si vous avez besoin de vous arrêter en urgence, parce que souvent, je vous l'ai dit, c'est une maladie du déni. On va attendre bien trop longtemps. Il faut que quelqu'un retire la prise. En se disant, moi, c'est pas grave. Donc, c'est important d'aller voir son médecin et de vraiment lui parler de tout. Parce que souvent, les personnes vont parler que d'un petit morceau. J'ai mon cœur qui s'emballe sans que je comprenne pourquoi. Du coup, j'ai mal au ventre. Ou j'ai mal au ventre. Mais en fait, il y a beaucoup plus que tout ça. Et souvent, les personnes ne disent pas tout le tableau. Et au médecin de comprendre que ces symptômes un peu psy... Alors, normalement, il doit interroger. Normalement. Mais en même temps, on est très fort pour cacher les choses. Donc, c'est important de dire tout ce qui se passe, même si ça ne nous semble pas logique, puisque c'est le corps qui se détraque de partout. Donc, on a l'impression d'être hypochondriaque. On se dit, si je dis tout, ils vont me prendre pour une folle. Ouais, vous nous et dites c'est important de tout dire et ça a un lien. Écoutez votre corps, parce qu'il vous envoie des signaux assez forts et il vous parle, votre corps, c'est ce qu'on dit souvent. Donc écoutez votre corps et n'hésitez pas rapidement, dit Astrid Le Fur, à aller voir un médecin généraliste, puis probablement après son DRH pour essayer peut-être de faire un point un peu sur la situation professionnelle. Exactement. Merci Astrid Le Fur d'être venue nous rendre visite. Vous êtes coach professionnel, conférencière et ce blog Partage ton burn-out. Allez le visiter, allez l'écouter si vous êtes en situation, même en hésitant, c'est toujours intéressant de s'informer. Il vaut mieux savoir avant. Il vaut mieux savoir avant, ce qui permet de mieux détecter quand son corps s'exprime. Merci d'être venu nous rendre visite, Astrid. Smart et Réglo, vous connaissez notre rubrique juridique, le droit, rien que le droit, un inspecteur du travail. Oh là là là, que ça fait peur. On en parle avec Étienne Pujol. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, avec Étienne Pujol du cabinet Berilo. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi ça va très très bien. On parle d'un sujet, alors ça c'est le sujet qui est un peu comme ça lors d'un déjeuner avec des dirigeants. Chacun va échanger ce qu'il a vécu lors d'une inspection du travail. Un inspecteur du travail va arriver, alors là c'est souvent des sujets où chacun fait un report et souvent il d'ailleurs demande à l'autre, t'as eu un tel, t'as eu bidule, comment ça s'est passé? Racontez-nous, il y a quand même beaucoup d'inspections, comment ça se passe et quel est leur rôle à ces inspecteurs quand ils font toc toc toc? C'est vrai que les chefs d'entreprise souvent ont peur, parce que si un inspecteur du travail vient, c'est probablement qu'il a des soupçons. Il sort jamais spontanément de son bureau pour venir dans les entreprises, donc il se dit qu'il va trouver quelque chose. Un concurrent, un salarié qui dit tiens, il y a ça, ou alors une récurrence de problèmes de harcèlement moral. Vous en parliez il y a un instant avec votre précédente intervenante. Voilà, il y a plusieurs cas qui lui sont signalés, donc il va venir pour constater in situ ce qui se passe. Ou alors, dans les défilés de mode, pour le travail du dimanche, le travail de nuit,
nuit, etc. Ça arrive assez fréquemment et effectivement, il y a une sorte d'appréhension en disant mince, s'il vient, c'est qu'il va trouver quelque chose. Et du coup, j'ai peur. Et donc, c'est un peu comme le journaliste qui pose sa question. On se dit, il y a forcément un truc. Il y a un loup. Alors c'est une question. Oui. Et en fait, non, pas forcément, parce que le premier rôle, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, les inspecteurs du travail s'en plaignent. Son premier rôle, c'est d'abord de faire un facilitateur dans la vie d'entreprise, etc. C'est vrai. Donc, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, c'est ma recommandation d'ailleurs à mes clients d'aller le voir quand il y a un nouveau inspecteur du travail ou un nouveau chef d'entreprise qui arrive, ou lors de l'installation du CSE, l'inviter pour lui présenter ses interlocuteurs, etc. Ça, c'est intéressant. Il est là pour c'est pas un policier qui vient vous mettre les menottes. C'est ça qu'il faut dire. Exactement. Et c'est très important parce que c'est un rôle qu'il faut valoriser et qui est trop souvent méprisé, mis de côté. Vous savez, le chef d'entreprise, il voit l'inspecteur du travail quand il veut licencier un salarié protégé. Et il se dit, mais il va encore refuser alors que, franchement, il a piqué dans la caisse. C'est systématique. Et en fait, non. Le premier rôle de l'inspecteur du travail, c'est vraiment de rappeler les règles du travail, de faire un facilitateur. Mais effectivement, quand il vient toquer à la porte, souvent en soirée ou le week-end... Il a prévenu, il faut quand même préciser. Pas forcément. Il peut arriver à l'heure du laitier. Notamment pour constater des infractions sur le travail dissimulé. C'est ça. Dans le BTP, par exemple. Ça arrive très souvent dans certains secteurs. Mais là, c'est presque une opération de police, on va dire. C'est vraiment, on vient, on bloque tout le monde. Voilà, il est accompagné, l'inspecteur. Oui, tout à fait. Mais quand il vient spontanément, comme ça, taper à la porte, eh bien, il rentre et il faut que le chef d'entreprise l'accueille. S'il n'est pas là, ça va être le DRH ou une personne qui va avoir autorité, le directeur de site, par exemple. Et l'inspecteur du travail va dire, voilà, je viens et je veux constater. D'abord, il doit présenter son identité parce qu'il y a de faux inspecteurs du travail qui arrivent aussi. C'est arrivé à certains clients. Mais donc, il montre son badge et après, il s'installe et il pose les questions qu'il a le droit de demander. Alors, il y a des éléments un peu concrets. Il s'installe. Il faut d'abord, j'imagine, parce que la réaction, on peut être défensive, on peut se bloquer, se recroqueviller, se sentir agressé. Je pense que vous dites l'inverse. Il faut l'accueillir. Au contraire. Il faut lui accorder un espace convenable. Parce que parfois, les inspecteurs du travail racontent, j'ai lu ça, qu'on leur met un tout petit bureau, il n'y a pas de café, il fait froid. Enfin, on les met dans une situation un peu délicate. Il faut faire l'inverse. Il ne faut pas être trop obséquieux non plus, mais il faut bien les accueillir. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se sentent rejetés, parce qu'effectivement, c'est un loup derrière, quoi, si on l'accueille mal. Donc voilà, il faut lui proposer un bureau. Il n'en a pas forcément besoin, parce qu'il peut visiter toutes les machines aussi. Il est là aussi pour vérifier que les machines sont aux normes. Et que les salariés sont équipés. Exactement, qu'il y a des mesures de protection adéquates, etc. Mais si il demande à avoir un bureau, notamment pour s'entretenir avec certaines personnes, notamment dans le cas de harcèlement moral, etc., eh bien, il faut lui proposer d'avoir un bureau et de s'y installer. S'il le souhaite et s'il le demande, ça arrive assez fréquemment, vous êtes dans l'obligation, je parle au chef d'entreprise, de remettre l'ensemble des livres de compte. Ah oui, tous les documents. On peut pas se dissimuler derrière le fait que je ne sais pas où ils sont, etc. S'ils ne sont pas sur place, ce qui peut arriver, ils sont chez l'expert comptable, chez l'avocat, etc. Mon conseil, oui, évidemment. Et donc, on dit, mon conseil va vous les adresser. Donnez-moi vos coordonnées, on vous les adresse dans la journée, etc. Mais tout ce qui est physiquement sur place, typiquement tout ce qui doit faire partie de l'affichage obligatoire, tout le règlement intérieur, etc., ça, il faut le lui remettre. Vous, Étienne Pujol, parce que vous êtes vraiment très impliqué sur ces sujets, est-ce que votre client peut vous appeler pour dire « Maître, j'ai un inspecteur du travail, venez illico presto ». Oui, souvent, ils appellent en catimini en disant... En catimini, bien sûr. Oui. Sous le bureau. Qu'est-ce que je dois faire ? Je fais les recommandations que je viens de vous faire. Donc, je viens de faire une consultation gratuite. Et on vous remercie d'ailleurs, Étienne. C'est ça la valeur ajoutée de Bismart. Mais voilà, on fait vraiment en sorte de les apaiser déjà, de les rassurer en disant c'est bon, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, vous n'allez pas repartir avec les menottes. Mais soyez accueillants et répondez. Si vous ne savez pas répondre, n'hésitez pas à dire que vous ne savez pas répondre et renvoyez à plus tard un rendez-vous ultérieur pour la fourniture de certains documents. Alors rentrons dans le dur, dans ce qui angoisse finalement le chef d'entreprise, c'est les sanctions potentielles que peut prendre cet inspecteur. Alors c'est très gradué. Oui, alors il peut y avoir un rappel de la réglementation applicable si c'est quelque chose d'assez léger, et il peut y avoir surtout, et c'est ça qui fait le plus peur entre guillemets, des procès-verbaux qui peuvent être transmis au procureur de la République. S'ils constatent une infraction manifeste, notamment sur la sécurité de certaines machines, etc., ils vont rédiger un procès-verbal qu'ils vont communiquer au parquet aux fins de poursuite. Après, c'est le parquet qui décidera s'il y a poursuite ou pas, mais il va faire ce constat. Et chose très importante aussi, le fait de faire obstruction au travail de l'inspecteur du travail, c'est-à-dire lui refuser l'accès, par exemple, en disant non, tu rentreras pas, ça, c'est aussi une infraction qui peut être punie d'un an de prison et d'une amende de 37 000 €. Ça arrive qu'on ferme la porte, je pense à des chantiers BTP, parce que c'est à ce moment-là que... Il y a certains secteurs où ils disent non, vous rentrerez pas, et dans ce cas-là, l'inspecteur du travail va revenir avec la force publique en disant on m'empêche l'accès et on va constater. Il y a un élément, puisqu'on a évoqué l'idée qu'il n'était pas uniquement dans un bureau à dépouiller des livres de compte, il va physiquement sur place, il peut stopper s'il estime qu'il y a du travail dissimulé, puisque c'est de ça dont il est question, il peut bloquer un chantier, on est d'accord ? Oui, tout à fait, parce
qu'il peut en fait demander son identité à chacune des personnes qui se trouvent physiquement. Il est assermenté, je ne vous ai pas demandé, Étienne. Il est assermenté. Donc il peut constater sur place que telle personne n'a pas de papier, en règle, ou que telle personne n'a rien à faire ici. Typiquement, on le voit notamment sur les infractions de travail dissimulé. Il est arrivé à un de mes clients que l'inspecteur du travail vienne à 19h un vendredi soir et demande à telle et telle personne ce qu'elle faisait là. Heureusement, ces personnes étaient en forfait jour, donc elles étaient bien. Mais effectivement, pour une personne qui était censée débaucher à 16h30, le fait de se retrouver à 19h30, c'est du travail qui est en plus. Donc il faut s'assurer que voilà, il y a une badgeuse, il y a une pointeuse, etc. pour calculer la durée du travail. Il est aussi en charge de vérifier la réglementation sur la durée du travail. Enfin, pour votre client, ce n'était pas l'inspecteur du travail pédagogue que vous nous décriviez au début. Là, non. Toc, 19h le vendredi, on se dit que... On subodore une dénonciation, effectivement. Voilà, parce qu'il faut quand même le dire, il y a beaucoup de lettres, beaucoup de courriers qu'ils reçoivent, anonymes parfois, indiquant que le voisin d'en face... les inspecteurs du travail, je dirais dans la graduation, parce que des visites, les entreprises en ont beaucoup, de l'URSSAF, oui, de l'inspecteur du travail, et puis on en parle peu, mais de la DCCGRF, la direction de la concurrence, qui elle dépend de Bercy, donc du ministère de l'économie. Il faut avoir le plus peur de qui? Enfin, est-ce qu'on peut graduer? Parce que l'URSSAF fait aussi pas mal trembler quand même, si je peux me permettre, Étienne. Il y a plus de descentes d'URSSAF que de descentes d'inspection du travail. C'est évidemment l'URSSAF dont il faut avoir le plus peur quand on n'est pas en règle ou qu'on a des aides d'État. Voilà. Mais typiquement, en période de pandémie, les entreprises avaient beaucoup peur de l'inspection du travail qui venait vérifier que effectivement les normes sanitaires étaient respectées, notamment les flux. On a parlé ici sur ce plateau de certaines entreprises qui n'avaient pas géré les flux entrées et sorties, etc. Donc voilà, en période de pandémie, et on va malheureusement bientôt avoir de nouvelles règles, les inspecteurs du travail viennent contrôler l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés. Pour être très concret, le salarié, le décideur, le chef d'entreprise convoqué a rendu tous les documents, il les a fournis dans un délai respectable, on est d'accord. L'inspecteur du travail ensuite vous renvoie quoi? Une note qui récapitule un peu soit les délits, soit les difficultés. Voilà, ou les améliorations. Les améliorations, exactement. C'est important parce qu'encore une fois, son premier rôle, c'est de faciliter. Donc il est aussi rôle de conseil. Bien sûr. Donc dans le meilleur des cas, il envoie une lettre en disant « je suis venu, tout va bien ». Dans un cas un peu moins bon, il dit « je suis venu et il y a ça amélioré, ça amélioré, ça amélioré ». Ensuite, c'est je vous mets en garde, il faut sous tel délai mettre aux normes telle et telle machine, et en attendant, vous ne les utilisez pas, etc. etc. Et puis en revanche, s'il y a transmission du PV au parquet, le chef d'entreprise ne le sait pas, il le saura quand le parquet le convoquera. Un dernier mot avant de partir, parce que c'est le cas à la DCCGRF, le délai de contestation du chef d'entreprise, parce qu'il peut aussi considérer que l'inspecteur du travail va trop loin et conteste la décision de l'inspecteur. Il peut répondre, effectivement, il peut répondre à l'inspection du travail en disant je conteste ce point, ce point, ce point, et je vous invite d'ailleurs à revenir pour constater que, et quand il y a notamment d'une lettre dans laquelle l'inspecteur du travail dit il y a ça et ça à améliorer, il ne faut pas hésiter à écrire à l'inspecteur du travail pour lui demander de revenir, pour venir constater que les remarques qui avaient été faites lors de son dernier passage, eh bien l'entreprise en a tenu compte et que maintenant tout est OK. Version contrôle technique. Exactement. J'ai bien réparé la rotule de frein et changé les pneus. Exactement. Et il faut apporter la preuve pour avoir le tampon. Exactement. Et notamment en matière de faute inexcusable, puisqu'on parle de santé-sécurité, en matière de faute inexcusable, si l'inspecteur du travail est revenu en disant OK, tout va bien, eh bien évidemment l'entreprise s'en portera mieux. Évidemment. N'ayez donc pas peur de l'inspecteur du travail, encore que soyez vigilants. Exactement. On peut peut-être le dire bon en résumé. Bon résumé. Merci Étienne Pujol de nous avoir rendu visite. C'est toujours un plaisir. Cabinet Berilo. On fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet autour des jeunes, les millennials, les générations Z, ceux qui on nous a expliqué pendant un an qu'ils avaient été victimes de cette crise Covid. Comment l'entreprise doit s'engager pour leur tendre la main, pour leur permettre de trouver une place dans l'entreprise et d'une manière plus globale dans la société. On en parle à travers l'initiative de la fondatrice d'une ONG. Elle nous expliquera sa mission et son action. C'est juste après cette pause. Le cercle RH, notre débat pour parler des jeunes. On en a beaucoup parlé pendant cette crise Covid, sur leur place, sur cette génération sacrifiée. On en a parlé. Ces jeunes qui, certains étaient en sortie de formation et se retrouvaient bloqués parce que, évidemment, crise Covid, les entreprises, évidemment, avaient levé les recrutements. Comment faire? Comment les accompagner? Comment leur permettre de trouver leur place dans l'entreprise? Ça commence souvent par un stage, prolongé ensuite par un CDD, puis ça permet évidemment de mettre, comme on dit, le pied à l'étrier. La situation des jeunes n'est pas totalement réglée. Alors, on est partout
partenaire de Un jeune, une solution. On en parle chaque semaine, des entreprises qui s'engagent pour l'emploi des jeunes. Mais quand on regarde les chiffres du chômage, le niveau d'emploi des jeunes est beaucoup plus faible que chez les seniors, comme on les appelle. Et on en parle avec deux personnalités. Emmanuelle Diez, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, fondatrice de Boson Project, ça c'est votre entreprise, créée il y a quelques années. Et puis plus récemment, Youth. Je l'ai bien prononcé ? Youth. On met bien la langue un peu plus bas. Youth Forever, qui est une ONG qui est vraiment centrée, qui fait focus sur comment on engage les entreprises, les organisations à se tourner vers les jeunes. Et à vos côtés, votre cofondatrice, Eva Azoulay. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être là. VP RH en charge du recrutement international au sein du groupe L'Oréal, qui est une très belle entreprise, un fleuron français, avec une projection sur 2020-2022 de 25 000 emplois ouverts, stages et emplois. On va en parler en destination des jeunes. Des jeunes, absolument. On est d'accord ? Ouais. Juste un petit mot, Emmanuelle Duez. Pourquoi ce focus sur les jeunes ? Pourquoi cette attention si particulière ? Il y a eu un livre blanc qui a été écrit et que j'ai lu, qui était passionnant, qui donne des chiffres un peu inquiétants. 17,5% de taux de chômage au sein de l'Union européenne pour les moins de 25 ans en novembre 2020. Et c'est une augmentation de 2,8. Pourquoi ce focus sur ces jeunes ? Et pourquoi vouloir vraiment taper presque du poing sur la table pour les aider ? Ils sont aussi en difficulté que ça ? Alors déjà, l'histoire, elle a commencé il y a presque 1 an et demi maintenant, quand Eva nous a posé une question très simple. OK, on est en pleine pandémie. Pour les grosses organisations comme les nôtres, comme L'Oréal en l'occurrence, qu'est-ce que ça esquisse de la responsabilité des entreprises par rapport à cette génération dans la pandémie et au sortir de la pandémie. Donc on a fait une étude européenne qu'on a adossée en fait à un benchmark mondial sur toutes les études qui avaient été réalisées. Et oui, la situation, elle est catastrophique. Elle est catastrophique parce qu'en fait, on a une jeune génération qui est en proie à une triple détresse scolaire. Évidemment, hein, en France, on a un décrochage scolaire qui est critique pour 38% des jeunes. C'est 1,5 million de jeunes, là. On dit que c'est 1,5 million, c'est ça, qui sont les NEET, c'est-à-dire ils n'ont rien, quoi. Ils sont nulle part. Et ceux qui étaient également en études, en fait, ont eu beaucoup de mal à suivre les cours et ont perdu le goût d'apprendre. Voilà. Il y a un décrochage économique qui n'est pas nouveau. Hein. Il était déjà à l'œuvre. Je vous donne ce chiffre. Les millennials américains sont plus pauvres que toutes les générations précédentes et pourraient ne jamais les rattraper, mais qui a été amplifié, en fait, par la pandémie. Et puis, il y a une détresse psychologique, ce qui est probablement l'élément qui nous a le plus interpellés. Donc, elle était là aussi rampante. Et je vous expliquerai pourquoi, mais elle est explosée par la pandémie. Donc il y a des taux de suicide et des taux de tentatives de suicide qui sont en explosion partout dans le monde sur les moins de 25 ans, particulièrement sur les jeunes femmes. Et donc devant ce tableau, en fait, on a essayé de comprendre pourquoi cette détresse et en quoi l'entreprise peut faire la différence. Pourquoi cette détresse ? Je pense qu'on y reviendra. C'est une génération qui est empêchée d'agir. Bien sûr. Un peu le no future, quoi. C'est-à-dire, on se dit, devant moi, l'horizon est bouché quand même. Hein. Devant moi, c'est compliqué. Et en fait, je suis animée, non pas par la quête de sens, qui était l'apanage de la génération Y, la mienne, mais par l'impératif d'utilité. Et là, je ne peux pas déployer mes ailes pour y aller. Ah oui. Et j'ai confiance en l'entreprise. Ils ont confiance en deux choses. Dans un univers de défiance, ils n'ont pas confiance dans la politique. C'est vrai que l'entreprise, ils ont confiance. Et en l'État, ils n'ont pas confiance. Non, ils n'ont pas confiance dans les médias. C'est important de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'abord, ils ne consomment pas les médias traditionnels comme j'ai pu le faire, c'est vrai. Ils sont très distants à l'égard des institutions, finalement. Absolument. Mais ils ont confiance en l'entreprise et c'est la raison pour laquelle on s'est dit comment est-ce qu'on établit un nouveau pacte de confiance entre la jeunesse et l'entreprise avec 3 étages à la fusée et L'Oréal a été l'entreprise fondatrice de l'initiative pour réfléchir à ces 3 étages et comment est-ce qu'on s'engage pour de vrai. Bon, c'est un diagnostic qui est un peu sombre, mais enfin qui est chiffré, qui est réel, cette jeunesse, cette génération millennials. Il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'on a toujours dit aux jeunes, moi en particulier, il faut que tu fasses mieux que ton père. Et puis là, on a une génération où, en fait, cette génération, elle s'est appauvrie, elle a du mal à étudier, et elle se dit qu'elle ne pourra pas faire mieux que son père. Ça, c'est une rupture sociologique très forte, ça. C'est une rupture, et en fait, quand on est dans des grandes boîtes comme L'Oréal, en fait, c'est très difficile de faire ces diagnostics tout seul. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide, c'est pour ça qu'on a besoin d'un regard extérieur, et c'est tout l'intérêt d'avoir travaillé avec le Boson, c'est qu'il faut avoir cette... Vous dites Boson. Avec le Moi, j'ai dit Boson. Hein, vous avez vu. Mais on peut dire les deux. Non, mais Eva, ok, très bien. On est open. En tout cas, d'avoir eu cette... je pense que c'est très important sur ces sujets-là, d'avoir l'humilité de dire on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est en train de se passer. On ne sait pas ce que cette génération attend d'entreprises comme les nôtres. On ne sait pas quels sont leurs réels besoins. Et c'est tout l'intérêt de cette étude, de ce livre blanc, c'est de nous avoir guidés
Parce que je vais vous dire quelque chose de peut-être pas très politiquement correct, mais je pense que quand on s'intéresse à ces sujets, quand on se dit, allez, L'Oréal va monter un programme pour la jeunesse, et c'est très important ce qu'on a fait, parce que c'est la première fois, c'est historique, qu'on monte un programme global pour la jeunesse chez L'Oréal. Avec des chiffres conséquents. Avec des chiffres conséquents, avec des engagements. Oui. En revanche, quand on monte ce type de programme, il y a un énorme piège, en fait, dans lequel on peut tomber, dans lequel peuvent tomber toutes les entreprises qui se lancent là-dedans, c'est de se faire plaisir. C'est de faire des actions qui vont se dire, ah, bah, ça fait bien voilà, quand on va aller en parler sur les plateaux télé, dans les journaux, ça va faire du bien. Social washing. Exactement, exactement. Et je pense que là, tout l'intérêt d'avoir des partenaires comme les Bosons qui sont très forts sur ces sujets-là et qui ont un œil extrêmement affûté sur ces sujets-là, c'est de taper juste. C'est d'avoir des actions qui sont réellement utiles, qui ont un impact, et pas de se faire plaisir. Donc ça, je voulais vraiment le préciser, parce que si des boîtes comme nous, comme L'Oréal, on se dit, il faut qu'on soit très humble, il faut qu'on écoute quels sont les réels besoins, qu'est-ce qu'on attend de nous, et on y va, je pense qu'il faut que ça inspire aussi d'autres entreprises. Vous avez décidé, alors il faut préciser que pour cette ONG Youth Forever, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui sont vos partenaires, mais là, précisons-le, vous êtes cofondatrice de cette initiative. C'est-à-dire que vous avez bâti, non seulement vous êtes le moteur, mais vous avez aussi bâti, géré la philosophie. Qu'est-ce qui vous importe, vous, à titre personnel? Et puis, quel est l'intérêt pour L'Oréal? Parce que vous dites qu'il ne faut pas se faire plaisir, il ne faut pas faire de la com, pour le dire simplement, avec une initiative comme cela. Mais pourquoi c'est important pour L'Oréal de se dire, après tout, ces jeunes, c'est les cadres de demain. C'est ce qui fera que notre boîte va continuer à gagner de l'argent et à créer de la richesse. Absolument. C'est de l'ordre de la responsabilité. C'est de la responsabilité. C'est-à-dire que vous avez... Alors j'étais il y a quelques semaines à la première université école-entreprise organisée à Poitiers par le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Et c'était criant à quel point vous avez ce décalage aujourd'hui entre les compétences recherchées par les entreprises aujourd'hui pour pouvoir continuer à les faire à opérer en fait. Ce qui sort des écoles. Et ce qui sort des écoles. Oui. Et ce qu'ils apprennent à l'école. Donc je pense que ça, ce décalage, ce gap, il faut qu'on sente cette responsabilité de dire on a un rôle à jouer. On ne peut pas se dire uniquement c'est la responsabilité de l'école ou c'est la responsabilité de, je sais pas, de l'éducation. De l'État, qui essaie de travailler sur le sujet. Nous, on a, dans ces entreprises, dans ces grandes entreprises privées, on a un savoir énorme. Je vais vous donner un exemple. Dans L'Oréal for Youth, on a une des actions centrales qui est autour de la formation. Pendant des années, on a proposé à tous les collaborateurs de L'Oréal, on a un catalogue de formation qui est formidable. Et sur des sujets, des soft skills, de la responsabilité, de la sustainability, du développement durable, autour de la technologie, du digital, du e-commerce, etc. Mais on s'est dit, mais bon sang, pourquoi pas ouvrir en fait ça? Ouvrir ce savoir pour des étudiants, pour des jeunes diplômés. C'est pas fou quand on y pense. Par contre, effectivement, on n'y avait pas pensé jusque-là. Et ça fait la différence et ça correspond à un réel besoin. Juste, c'est une question que j'ai posée de manière un peu comme ça abstraite, mais je me dis qu'après tout, elle est peut-être pas totalement folle. Millennial, génération Z, il y a en fait, on parle beaucoup des seniors qui résistent comme ça, qui eux-mêmes sont très inquiets de devoir sortir trop tôt de l'entreprise, puis il y a ces jeunes qui peinent à rentrer, mais il y a aussi la catégorie intermédiaire. Eux, ils sont déjà entrés sur le marché du travail, c'est la génération d'avant Covid, qui se disent, il y a les jeunes qui poussent derrière, et est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu une bataille, comme ça un peu invisible, presque inconsciente d'ailleurs, entre ces deux générations de jeunes, justement? Je me trompe, peut-être que je me trompe totalement. Je ne suis pas certaine. En fait, ce qu'on a vu globalement, si on doit être schématique et rapide, c'est que les moins de 35 ans, donc la génération millennials, née après 1980, qui sont les bébés du digital, qui est la première cohorte générationnelle mondialisée, c'est-à-dire que globalement, on a des critères générationnels qui sont les mêmes aux quatre coins du globe. Vestimentaire, culinaire, enfin, il y a quelque chose comme ça de le très... Le rapport au monde, surtout. Et le rapport au travail, donc c'est cette fameuse quête de sens, personnel, professionnel, etc. Mais je dois tracer mon chemin, indépendamment de ce qu'a fait papa, maman. Ça, c'est les bébés du digital sur lesquels Michel Serres a extraordinairement bien écrit, La Petite Poussette, etc. Là, on est face à une population qui ne sont pas les bébés du digital, ce sont les bébés de la crise climatique. Donc, en fait, c'est hyper important de l'avoir en tête. Le seul point de focus, le seul point d'intérêt, la seule raison d'être du travail pour cette jeune génération... C'est de sauver la planète. C'est de pouvoir opérer des transitions à l'intérieur des business models pour passer à l'échelle l'impact. Donc, en fait, ils réhabilitent l'entreprise comme territoire d'impact. Le digital, c'est un moyen... C'est pas une fin en soi, c'est pas ce qu'il est défini. C'est l'outil. Leur horizon de vie et la raison de leur engagement, c'est de pouvoir travailler sur les transitions sociales, sociétales et environnementales. Pour une raison très simple, les 50 prochaines années, ce sont les leurs. Le choix de faire ou pas des enfants, c'est aujourd'hui en fait plus du tout quelque chose de naturel. Quand on est une jeune femme de 25 ans, en fait, on se met comme ça avec son mec et on se dit, est-ce qu'on prend cette responsabilité? C'est comme ça que ça se passe. Pour toutes ces raisons-là, en fait, le travail revêt, plus que le travail, en fait, l'engagement dans une entreprise, ça relève d'un choix politique, et c'est vrai pour toutes les typologies de jeunesse qu'on a observées, avec des intensités plus ou moins fortes. Et donc, Youth Forever, qu'est-ce que ça promeut?
ça promeut en fait un nouveau pacte générationnel. On se dit, OK, on a 2 éléments. L'élément dont tu as parlé, Eva, c'est que là, on a une génération en délicatesse, en souffrance, en détresse. Voilà. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'entreprise ? Elle peut réparer les conséquences de la crise. Donc, elle peut faire de la discrimination positive, du mécénat de compétences. Du mentorat, j'ai vu qu'il y avait du mentorat, tout. Dont on parle beaucoup. Elle compense, elle déploie. Très bien. 2e étage de la fusée, elle prépare. Donc, les connaissances, les compétences, la sustainability, le business durable, comment est-ce qu'on fait de la cosmétique qui est respectueuse des baleines, etc. Voilà. Très Et bien. L'Oréal avance beaucoup sur ce sujet. La gouvernance, on leur apprend le pouvoir, on leur apprend les responsabilités. 3e étage, là c'est plus l'entreprise qui donne quelque chose à une jeunesse qui en a besoin, c'est la jeunesse qui devient utile à l'entreprise Je comprends très bien. pour opérer les grandes transitions. Parce qu'en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, elles ont un sujet de qui va concrètement aller au front, se positionner comme étant les architectes maçons des transitions à faire. Juste, Eva, c'est passionnant ce que vous dites parce que vous posez des diagnostics qui sont clairs et vous expliquez avec beaucoup de précision votre projet, c'est très clair. Je me tourne vers l'entreprise. L'Oréal est une entreprise qui réfléchit beaucoup au monde de demain, Absolument. par la cosmétique, par la qualité de ses produits. Elle doit se poser la même question, de se dire, mais est-ce que ces jeunes ont bien envie de reprendre le chemin de l'entreprise ? Absolument. Parce qu'on le voit, les RH qui viennent nous voir nous disent, on a quand même une jeunesse aujourd'hui qui est assez entreprenante, auto-entrepreneuse, qui n'a pas trop envie de rentrer dans l'entreprise. Et je pense au livre que je cite souvent de Stewart Shaw et de Frédéric Dabi sur la fracture et qui raconte précisément l'état d'esprit des jeunes qui vient faire écho. Et qui réhabilite l'entreprise. Hein. Et par ailleurs, qui croient en Sur les moins de l'entreprise. 25 ans, on revient sur l'entreprise. Qui croient en l'entreprise pouvant sauver le monde. Ça, c'est une réflexion complexe pour C'est l'entreprise. une réflexion complexe et je crois qu'il faut rappeler que les grandes entreprises aujourd'hui ont quand même une force de frappe, des moyens, des ressources énormes et qu'il suffit simplement de se dire est-ce qu'on oriente ces ressources, ces moyens, cette force de frappe vers la bonne direction ? Et là, vous avez une échelle, tout de suite, l'échelle Bien des sûr. actions devient extrêmement intéressante. Et par la taille de vos entreprises, d'ailleurs, Par la taille des puissance. entreprises, absolument. Et voir effectivement une Alexandra Pal, qui est notre présidente de la Corporate Responsibility à L'Oréal, qui a un passé de lobbyiste très fort, qui a encore sorti un livre récemment sur la Corporate Responsibility. Travailler dans une entreprise comme L'Oréal, c'est formidable comme message. Je veux juste appuyer sur ce que dit Emmanuel, sur effectivement le lien entre cette jeunesse et la sustainability, le développement durable. Dans une entreprise comme L'Oréal, c'est leur combat. Enfin, c'est leur combat, Ouais. c'est exactement ça. Oui, ils l'ont C'est-à-dire, compris, ça. C'est ce qui les intéresse, c'est ce qui les inquiète, c'est ce qui les angoisse, et comment on relie ces 2 éléments. Et c'est pour ça qu'un programme comme L'Oréal for Youth, on l'a complètement intégré à notre programme Sustainability à L'Oréal, qui s'appelle L'Oréal for the Future, ou peut-être ce programme a été présenté sur ce plateau. Et parce qu'on se dit, en fait, qui va devoir porter toutes ces transitions écologiques, sociétales, sociales, environnementales, ce sont eux. Ce La sont génération eux qui vont les climat, porter. donc. Donc si on s'occupe pas, si on prend pas soin d'eux, on met en danger en fait ces grandes transitions. Exactement. On les met en danger fortement. Oui, c'est un travail d'anticipation parce que vous avez anticipé le monde de demain, parce que c'est la Absolument. réflexion que font Et ça passe par quoi ? Ça passe à la fois par leur donner bonnes compétences, mais c'est aussi être très pragmatique, c'est leur donner des jobs en fait. Alors justement, rentrons dans le concret, parce que la réalité aujourd'hui, vous l'avez évoqué dans le diagnostic, c'est qu'il y a souvent un décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire l'entreprise cherche tel type de profil, et ce qui sort de l'école, pour le dire un peu cash, ce sont des gens qui sont moyennement formés, pas forcément bien formés, et qui finalement obligent l'entreprise à faire un énorme effort de reformation, qui est un investissement lourd pour les entreprises. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté ? Est-ce que cette jeunesse, à qui vous tendez les bras, finalement, elle arrive un peu cabossée, pas bien formée. Oui. Alors, déjà, une chose, c'est qu'en assistant à cette université école-entreprise à Poitiers, j'étais déjà assez surprise de tout le travail qui a été fait par l'éducation nationale ces dernières années. On avance. En revanche, le gap, il est tellement énorme qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et ça va être au travers de 2 actions. C'est ce qu'on fait, nous, dans nos entreprises, pour effectivement s'assurer que quand les jeunes entrent, ils rentrent dans un programme où, en fait, on va continuer à les former. Ils vont grandir. Ils vont continuer à grandir avec nous. Mais ça veut dire aussi, nous, influencer l'éducation nationale, influencer les autres entreprises pour se dire il faut qu'on y aille. D'où l'intérêt. Influencer, pour être concret, ça veut dire leur faire des propositions de programme, les adapter au plus près des besoins. Absolument. Et c'est aussi, et là je sors de l'éducation, je parle des autres entreprises, c'est aussi s'influencer mutuellement. D'où l'intérêt de programmes ou d'associations comme Youth Forever. C'est qu'en fait on se dit on ne va pas y arriver tout seul. Donc comment on peut s'inspirer mutuellement et d'aller se parler entre nous, entre entreprises, avec évidemment les besoins qui facilitent ce passage de bonnes pratiques pour se dire qu'est-ce qu'on va faire pour influencer, qu'est-ce qu'on va faire pour faire grandir cette jeunesse dans nos organisations. Emmanuel, si je comprends bien ce projet Boson, vous savez, je me connecte à Boson, maintenant je ne dis plus Boson, et Youth Forever, c'est une forme de plateforme qui fait qu'il y a L'Oréal qui est très moteur dans cette affaire, mais il y a aussi beaucoup d'autres grosses entreprises. Elles tiennent le même discours finalement, elles sont dans la même logique ?
En fait, C'est ça l'idée? Ouais, aujourd'hui, Youth Vous Forever, parlez tous ensemble autour d'une grande table? on essaye, ouais. Plus que ça d'ailleurs, on est tous très très proches les uns des autres parce qu'on est habités et animés. Oui, c'est ça, il y a Partage. une mission dans ce que vous me racontez là. Il y a une mission très forte, c'est une ONG qui a une vocation internationale, qui a été lancée il y a quelques semaines officiellement, avec évidemment le soutien du plan Un jeune, une solution, le soutien très très fort du haut commissaire à l'engagement des entreprises, qui voit un élément que je voulais Thibaut préciser. Guilhuy. Voilà, Thibaut. Qui vient voit, en chaque fait, semaine chez nous. Un sujet de convergence des causes. La cause environnementale, qui est un sujet en tant que tel. La cause de la jeunesse, qui est un sujet en tant que tel. Et l'enjeu de transformation des organisations pour passer à l'échelle d'impact, aujourd'hui, c'est le même sujet. 89 des 100 plus grandes organisations mondiales sont des entreprises. Ce ne sont plus des États-nations. Ça veut dire que si on veut, trivialement, sauver la planète, Ça passe il par faut les changer les entreprises. boîtes. Ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... on a 10 entreprises fondatrices et on lance une grande campagne de signature. C'est aussi la raison de notre présence avec Eva Oui, sur parce ce qu'il faut plateau. communiquer, il faut faire entendre. Que toutes les boîtes, elles aient envie d'adhérer à l'assaut. On outille en fait toutes les entreprises, des PME aux très grands groupes internationaux, de concrètement. plans jeunes, qui sont des cartographies de leur action. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'intégralité des sujets? Ensuite, on le challenge, ce plan, en disant on peut faire mieux, on peut faire plus. Un an après, on revient. Entre-temps, évidemment, on a créé des études sur les jeunes générations, on a connecté l'écosystème. On revient et on challenge. Et le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir mesurer l'impact dans un espèce de mouvement d'amplification de tous ces plans jeunes, du tissu PME français jusqu'au CAC 40. C'est souvent un peu en retard. C'est compliqué. Pour les qui se disent, en fait, c'est pas pour moi ce genre de sujet. Ouais. Et c'est une erreur fondamentale. C'est pour les grosses boîtes, ça. Aujourd'hui, les jeunes générations, elles veulent aller dans des boîtes de taille humaine, sur le territoire où on peut faire la différence. C'est vrai. Donc le tissu PME doit être au cœur de Youth Forever. D'ailleurs, on a un des fondateurs qui est Identicar, qui n'est pas une énorme structure, qui est une entreprise familiale et qui a toute sa place. Et le but, en fait, c'est de les amener sur les 3 étages dont j'ai parlé. Emmanuel, juste une question pour être concret. C'est la volonté de l'international d'implémenter l'ensemble de la chaîne des entreprises, de la petite, moyenne et la très grosse. Oui. Un jeune là, qui nous regarde là et qui adore Smart Job, il fait comment concrètement? Il passe entreprise par entreprise par les onglets recrutement, il dit je suis jeune, je suis millennials, j'adore la planète et je veux bosser avec vous. Comment ça se passe? Pour le dire un peu concrètement. Aujourd'hui, il peut faire 2 choses. La première, c'est qu'il peut aller voir son DRH ou son dirigeant en disant va voir Youth Forever, c'est une asso, il n'y a pas de lézard, machin. Mais il faut, à un moment donné, en fait, l'approche volontariste qu'on a sur la jeune génération, c'est une philosophie d'impact en tant que telle. Et c'est une responsabilité. Et d'ailleurs, même si on n'est pas convaincu pour des raisons éthiques, demain on est convaincu pour des raisons économiques, parce qu'en fait, ils ne viendront plus bosser chez vous si vous ne pouvez pas vous inscrire dans cette vision long terme. Ce qui les intéresse, c'est le business durable, voilà. Donc il peut faire ça. C'est un message clair aux entreprises, quoi. Changez aussi votre modèle. Et soyez sincères. Et le deuxième truc qu'il peut faire, c'est qu'il peut nous appeler. On est hyper joignable. Et nous, on cherche des bénévoles. Et ça, c'est l'extraordinaire avantage d'avoir créé une ONG, c'est qu'on est libre, en fait. On est libre d'accueillir toutes les volontés, toutes les singularités, des plus jeunes aux plus âgés. Et on a besoin, en fait, de cette force de frappe. C'est les bénévoles. Il vient, il pousse la porte, il dit moi j'ai du temps, j'ai envie. Il fait partie du projet. Vous me bien plaisez sûr, bien, on votre constitue projet une me plaît. équipe de bénévoles, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement, ces bénévoles? Ils vont faire ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vont pousser la porte pour faire en sorte d'avoir une caisse de résonance la plus large possible. On crée un observatoire qui, tous les 3 mois, va produire des études pour éclairer les différentes facettes de cette jeunesse. Et donc éclairer les entreprises. Voilà, donc, éclairer oui, c'est un tableau de bord pour les journalistes, voilà, bien sûr. Éclairer l'opinion publique en se disant, OK, en fait, cette jeunesse, 1, elle est en difficulté, 2, elle demande à être préparée, 3, c'est elle qui va transformer l'essai. Faisons-lui confiance. Plutôt que de transmettre, permettons à cette jeunesse d'advenir. Et puis, il peut nous aider aussi à accompagner les entreprises à se doter de plans jeunes, puisque concrètement, c'est ça qu'on fait au quotidien. Bien sûr. C'est ça qu'on fait. Eva, on va rester dans le concret. Vous en êtes où des 25 000 postes ouverts, stages, on a bien entendu, mais aussi alternance, puisque ça c'est un des combats de Thibaut Guilhuy dans Un jeune, une solution. Vous en êtes où? Et d'abord, quel est votre constat? Alors déjà, on est très content parce qu'on s'était engagé à atteindre, déjà pour l'année 2021. Oui, parce que vous n'avez pas fini le programme. Il y avait un engagement de 2021 qui était à 18 000 opportunités de travail pour les jeunes de moins de 30 ans qu'on a atteint. Donc ça, c'est une grande fierté pour... et donc il y a 18 000 jeunes en stage ou en alternance qui ont eu une opportunité professionnelle chez L'Oréal. Et là, quand je parle d'opportunité professionnelle, c'est des CDI, des CDD, des stages, des apprentissages, des stages de 3e
troisième, etc., etc. Des jobs étudiants, tout. Parce que tous ces types de contrats, toutes ces On expériences... n'en a pas parlé de ces jobs étudiants, mais ils ont galéré, évidemment, les jeunes. Ils ont galéré. Ben et oui. en fait, tout ça a une importance. Ça correspond à un réel besoin. Donc je pense qu'il faut faire attention. Je me suis fait challenger sur certains plateaux qui disaient oui, mais alors, attendez, il faut proposer que des CDI ou il faut proposer que des stages. Non, tout a son importance. Tout a son importance. Un jeune qui cherche aujourd'hui un parfois stage, très utile. Hein. c'est extrêmement utile. Ça peut changer la vie. Ouais. Exactement. Et pour vous dire aussi, évidemment qu'on en recrute beaucoup à la fin, mais combien de jeunes sont venus nous voir en disant mais si vous saviez à quel point le fait d'avoir L'Oréal sur mon CV m'a aidé à trouver un job ensuite. Oui. Donc on le sait. Mais bien C'est sûr. très très bon sur le CV. Bien sûr. Bah Donc, oui. il faut aussi qu'on ait conscience de cet impact. Donc ça, c'est pour 2021. 2022, on a des engagements encore plus forts à 25 000 opportunités de travail partout dans le monde. Et on a, à côté de ces engagements, tout un pan d'actions liées à l'employabilité. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel. Comment on va s'assurer qu'on va bien leur transmettre, partager du savoir autour des soft skills, de la sustainability, de la technologie. Comment ils vous challengent ces jeunes, puisqu'il y a quand même ce débat autour du climat, de la transformation, des efforts que doivent faire les entreprises, parce qu'ils ont compris que l'État était un peu à la ramasse et que c'était aux grandes entreprises de prendre ça en charge. Comment ils vous challengent sur ces sujets-là ? Et je crois qu'ils nous challenge pour s'assurer que ce qu'on fait, comme vous disiez tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure qui est très juste, c'est la sincérité. C'est l'authenticité, c'est de se Bien dire, sûr. voilà, on est en train de faire quelque Ça, chose. ils le sentent, les jeunes, hein. Ils le sentent. Bah oui. Vous pouvez pas les tromper. C'est l'avantage parce que c'est pour nous un garde-fou, mais c'est aussi, je reviens sur l'action de Youth Forever, d'avoir cette matière, ces informations qui nous arrivent en disant attention. Les tableaux de bord, voilà les ce qui est en baromètres. jeu. Exactement. Voilà ce qui est en jeu. Voilà les chiffres qu'on a. Voilà les actions sur lesquelles vous devez insister. Voilà les directions dans lesquelles vous devez aller. C'est extrêmement précieux pour nous. Extrêmement précieux parce que, encore une fois, ça permet de taper juste. Je reviens sur le mentorat ou le career coaching, le coaching de carrière. Ce sont des choses, honnêtement, je ne suis pas sûre qu'on aurait autant poussé si on n'avait pas eu ces conseils du Boson et de Youth Forever. Juste avant de nous quitter, je le demande souvent à mes invités, mais en particulier, je vous le demande à vous, Emmanuel Duez, ça vous vient d'où cette énergie, ce désir de tendre la main aux jeunes et d'avoir bâti ce concept comme ça à 3 étages en direction des ça part de quoi tout ça, ce combat et je dirais ce militantisme, parce qu'il y a chez vous comme ça un très fort militantisme sur ce sujet. Oui, alors déjà, je pense que moi, je suis habitée par l'intérêt général depuis que je suis toute petite. Ça peut paraître con, mais c'est vrai. Et je pense qu'avec Eva, on assume parfaitement le Déléguée de classe, activiste, tout de par suite. exemple. Mais oui, qui fait des grèves, parce que c'est Bah voilà. injuste, parce que la mixité, etc. C'est ça. Ma vie professionnelle, elle a commencé avec la création d'une association où j'ai rencontré Eva, qui s'appelle Woman Up, sur les sujets de diversité et de jeunes générations. Premier bébé, ça. Voilà, ça c'est mon premier bébé. Ensuite, il y en a eu plein. Ils sont tous ultra militants. The Boson Project, c'est une boîte ultra militante. On travaille sur l'excellence humaine, sur une approche humaniste du business, etc. Mais en fait, pour répondre plus précisément à votre question, je suis intimement persuadée que le principal levier de transformation de notre société, dans un moment qui est inédit dans l'histoire des humanités, parce qu'on n'a jamais eu de telle transition, C'est vrai. une telle mise en péril, en fait, du futur des enfants de nos enfants, c'est la jeunesse. Hannah Arendt a dit cette phrase sublime, l'humanité se renouvelle par la natalité. Et moi, depuis que je suis maman, je suis intimement convaincue de ça. Voilà. Compte tenu qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent « je ne veux pas avoir d'enfants parce que je ne veux pas abîmer la planète ». Enfin, on l'a entendu, on l'a tous vu. Et on découvre aussi récemment des dépressions liées à l'angoisse écologique. 75% des jeunes. Ça commence à devenir un sujet 75%. éminemment inquiétant. Donc cette action menée par les grandes entreprises est vitale. Elle est vitale. Sinon, la population, enfin, l'être humain est en danger. C'est finalement ça l'enjeu aussi. Hein. C'est exactement ce qu'on pense et ce qu'on porte. Voilà. Merci mesdames. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, allez sur le site de Youth Forever et puis téléphoner tout simplement en direct, vous pourrez les joindre. Et puis il y a, vous l'avez entendu, une énorme round de recrutement chez L'Oréal en direction des jeunes, des stages de 3e, des apprentissages, des alternants, et puis des CDD, des CDI. Il ne faut pas oublier évidemment les contrats. Merci à vous deux mesdames de m'avoir rendu visite. Emmanuel Duez, fondatrice de Boson ou Boson Project, ça dépend comment on veut le dire. Et Youth Forever, c'est l'ONG, elle vient d'être créée et vous êtes venus nous en parler très directement sur ce plateau. Eva Azoulay, merci beaucoup. Merci à vous. VP, vice-présidente RH en charge du recrutement international groupe L'Oréal qui donc recrute, mais il n'y a pas que L'Oréal qui recrute, il y a une multitude de partenaires qui sont, vous verrez, des très grosses entreprises, Safran notamment, si j'ai bien lu. Nexity, SAP. Identicar. Bon voilà, on va pas bref, tous- je vais pas toutes les Voilà, lire, parce mais que la voilà, liste est elles sont très, très toutes longue. sur le site internet, allez les voir, elles sont Sublime le Crédit Agricole. Merci mesdames, merci de penser à cette jeunesse qui seront les seniors de demain. Hein. Deloitte. C'est eux qui J'ai tiendront pas la oublié boîte. quelqu'un, là. Voilà. Emmanuel est toujours en train de nous lister les partenaires. Merci d'être venu sur le Merci plateau. à On vous. termine l'émission, ne bougez pas, avec Fenêtre sur l'emploi. On parle d'une marque alors qui était très connue. Elle a changé de nom, elle reste encore très connue. On en parle.
Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on parle d'une entreprise dont vous connaissez le nom, mais qui d'ailleurs a changé de nom, mais le nom reste connu. La Fourchette, tout le monde se souvient de cette entreprise, de cette plateforme sur laquelle on faisait des réservations. S'appelle The Fork. Bon, évidemment, c'est le même nom, mais version anglais, qui appartient à la société TripAdvisor. Son DRH est avec nous sur le plateau. Bonjour Thibaut Darcy, DRH de The Fork, installé à Paris, dans le centre de Paris. L'entreprise cartonne parce que vous recrutez. D'abord, un mot, le nombre de recrutements que vous nous proposez ici sur le plateau, et qu'est-ce qui justifie ces recrutements? Pourquoi il y a un besoin si fort de collaborateurs et de salariés? Alors, on cherche aujourd'hui à peu près 400 personnes pour l'année prochaine, donc c'est un volume extrêmement significatif. Globalement, par rapport à la taille de l'effectif, on est à peu près 950 personnes dans le monde, 230 personnes en France. C'est impressionnant. C'est une volumétrie très forte parce qu'on a des ambitions de développement et de croissance qui sont tout aussi forts. Voilà, donc c'est ce qui motive aujourd'hui ce besoin de recrutement et ces enjeux de recrutement qu'on affiche ouvertement et fortement depuis quelques semaines. Alors, plateforme internationale The Fork, on l'a compris, c'est des recrutements à l'international et en France. Tout à fait. Tous les postes ne sont pas ouverts sur Paris. On se le dise. Alors oui et non. Éclairez-nous. Et voilà, la particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est présent dans à peu près 13 pays. Notre ambition, c'est d'ouvrir les postes là où les talents sont. Donc si demain on peut trouver 400 talents à Paris, on accueillera 400 talents à Paris. Bon, quelques problèmes de logistique d'accueil peut-être, mais en tout cas... Vos locaux vont être un peu petits là. Ouais, on va avoir un peu de problème d'espace, mais on est prêt à le faire en fait. Voilà, notre volonté très forte, c'est de dire aujourd'hui, le marché du travail est devenu flexible. Et fondamentalement, les talents, on les prend là où ils se trouvent et on les accueille là où ils sont. Quand une entreprise comme The Fork qui cartonne cherche 400 collaborateurs, elle les cherche dans quel domaine? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui va mettre de l'essence dans le moteur? Alors, le gros de l'investissement aujourd'hui, plus de la moitié des postes, c'est sur nos ingénieurs et nos équipes produits. Donc c'est vraiment toutes ces personnes qui développent l'application, nous permettent demain... La tech, exactement. On n'est pas les seuls, forcément. Tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Et donc voilà, c'est là nos enjeux très forts, ils sont là. On veut doubler cette équipe d'ici l'année prochaine, parce qu'on a des gros enjeux en termes de continuer à offrir un service client qui soit différent, complémentaire, et plus riche. Donc voilà, on développe le paiement par exemple aujourd'hui. C'est une nouvelle solution pour nous. On a fondamentalement besoin d'avoir des ressources pour nous accompagner sur ces sujets. Concrètement, c'est quoi le développement et le modèle économique de The Fork? Parce qu'avec cette volonté d'accélérer, c'est d'abord, j'imagine, de mailler un peu plus encore le territoire mondial. Mais c'est quoi les grands projets? C'est quoi la grande idée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de talents pour vous rejoindre? Alors, l'enjeu profond, c'est aider à digitaliser ce monde de la restauration et d'apporter au fait à nos clients et à nos partenaires restaurateurs plus d'outils, plus efficaces, d'être plus visibles, d'être plus fluides dans leur mode d'interaction, de mieux remplir leur restaurant, fondamentalement, c'est notre vocation. Et puis nous, on est un acteur quelque part de plaisir. Enfin, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui? C'est la possibilité à des utilisateurs d'aller au restaurant. Le restaurant, c'est un moment de partage, de convivialité, de plaisir. Et donc, on a fondamentalement cette envie d'être cet acteur du plaisir et d'accompagner cette notion de plaisir. Jeune ou pas jeune? Vous avez vu le débat précédent avec cette volonté quand même de grandes entreprises de s'ouvrir aux jeunes. Là, vous ouvrez vos postes. Alors, c'est des postes très ciblés d'ingénieurs, j'imagine, avec une très forte compétence. Mais cette question des jeunes, cette question de l'écologie, de la soutenabilité, du fait que vous-même, vous soyez challengé, puisqu'on parle beaucoup, évidemment, des déchets alimentaires, du recyclage. Toutes ces questions vous traversent aussi, forcément. Tous les jours, on est challengé sur ces sujets. Alors, jeune ou pas jeune, talent. Voilà, on ne mettra pas de critères d'âge ou autre, c'est un non-sujet chez The Fork. Et moi, j'en suis l'exemple vivant. Hein. Je suis loin d'être un jeune parmi une entreprise qui est au départ... Vous êtes jeune, hein, quand même. Merci, plutôt très jeune. Aujourd'hui, on recherche la compétence, on recherche les talents. Ces sujets, évidemment, de développement durable, ils sont ultra présents, bien sûr, comme partout. Qualité alimentaire, déchets alimentaires. Complètement. Donc on lance aujourd'hui des initiatives auprès des restaurateurs pour mettre en place des labels dans nos restaurateurs et nos partenaires qui sont les plus écologiquement responsables. Donc c'est des choses qu'on affiche de plus en plus sur notre plateforme et qu'on va continuer à afficher parce que c'est les enjeux de demain, parce qu'on est aussi un acteur responsable et qu'on a besoin de travailler ces sujets. Thibaut Darcy, pour terminer, parlons de cette fameuse marque employeur, c'est-à-dire et c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi sur un plateau de télévision, parce que les DRH sont des femmes et hommes de l'ombre. Là, vous venez quand même présenter votre entreprise. La marque employeur, c'est de dire, mais regardez, chez nous, c'est formidable, on accueille, on y est bien. Qu'est-ce que vous dites pour, j'allais dire, vendre votre marque employeur? Alors, fondamentalement, c'est les salariés qui en parlent le mieux. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on peut faire des communications, c'est venez parler. Et on peut le dire, bien sûr. Et on peut le dire, bien sûr. Et puis après, vous... Oui, ça mange pas de pain. Exactement.
profondément, et ce que je dis tous les jours, nos ambassadeurs, c'est nos collaborateurs, et c'est nos collaborateurs qui en parlent le mieux. Moi, un de mes plus grands plaisirs, il y a quelques jours, j'ai croisé des anciens de La Fourchette qui me disent, mais Thibaut, tu sais, en fait, on est bien chez La Fourchette. Voilà. Et ça, pour moi, Donc on était bien. On était bien chez La Fourchette. Ouais, c'est ça. Bien entendu, on aurait peut-être dû rester. C'est ça, parce que voilà. Bon, Et ça, pour moi, c'est un des signes les plus forts du fait qu'on fait ce qu'il faut. Mon travail au quotidien, c'est de m'assurer qu'on apporte ce dont nos salariés ont besoin pour se trouver bien et trouver leur équilibre pour être les plus performants possibles. Quelques mots quand même, parce que vous avez été traversé par la crise Covid, comme toutes les entreprises, même si les plateformes ont géré d'une autre manière, mais les restaurants étaient fermés, ça a dû être un moment extrêmement difficile. Très compliqué. Comment on gère quand on est une plateforme qui fait de la réservation pour les restaurants et qu'il n'y a plus de restaurants ou qui livre, quelques-uns livraient? Oui, alors on ne fait pas de livraison, donc, mais oui. pour nous ça a été simplement un arrêt total. Blackout. Totalement de l'activité. Donc en France, on a eu beaucoup de chance d'avoir les activités de chômage partiel et d'être soutenus. On a C'est pas le cas dans d'autres pays, j'imagine. Tout à fait. Donc on a eu des situations beaucoup plus compliquées dans d'autres pays. On a fermé. Ça a été le moment pour nous de prendre des décisions de fermer certains pays. On avait une activité assez forte en Amérique latine. On a décidé de se recentrer beaucoup plus sur l'Europe et de fermer ces pays. Donc on a pris des décisions difficiles pour continuer notre croissance et notre développement, pour être sûr d'être présent et de bien investir aux bons endroits. Et puis on a eu aussi cette opportunité de se dire c'est le moment de travailler sur notre dette technique. On n'a jamais le temps de mettre à jour un certain nombre de choses. Et donc la question a été de dire on range les placards, quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Probablement que ça va nous coûter, mais ce que l'on fait aujourd'hui, ça va nous rapporter demain. Donc c'est ça, il y a eu un moment comme ça de blackout, et là maintenant c'est l'accélération. Complètement. Vous réaccélérez pour redévelopper le modèle. Tout à fait. Juste quelques mots quand même sur le télétravail, parce qu'il y a beaucoup de DRH et beaucoup de décideurs sur ce plateau qui viennent nous expliquer que de toute façon, dans les offres d'emploi, s'il n'y a pas le mot télétravail, les gens viennent plus. Ça, c'est un élément de marque employeur très fort. C'est inscrit quand même dans vos propositions? Alors, c'est pas inscrit dans nos propositions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'une de nos valeurs, c'est qu'on est meilleurs ensemble. Et chez nous, on croit profondément au besoin de se retrouver. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que le bureau aujourd'hui n'a plus la même vocation qu'hier. Et donc, nous, on travaille énormément sur pourquoi vous avez envie de venir au bureau. Certainement pas pour trouver une connexion Internet, un écran et une chaise. Vous l'avez à la maison. C'est vrai. En revanche, on va vous offrir des expériences différentes. Donc, on faisait déjà beaucoup de choses avant. On accélère encore ces sujets. Typiquement, vous allez trouver des cours de sport, des cours de yoga. Vous allez avoir des sessions de formation. On va travailler sur des événements d'équipe. Voilà. Et l'idée, c'est de venir au bureau parce qu'en fait, ici passe quelque chose de différent. J'allais dire presque une ambiance GAFA, un peu une ambiance où entreprise monde, entreprise sociale, sociétale. Totalement. On y est bien, on y vit, puis on n'a presque plus envie d'en partir. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et je vous assure que le soir à 21h, vous avez encore des collaborateurs en train de boire un verre ensemble. Oui, je vous confirme. Je les vois, vos collaborateurs. Voilà. Il m'arrive de passer devant votre site. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une vigilance de votre part dans le débat du full remote. On ne vient plus dans l'entreprise, je travaille chez moi. On vous sent extrêmement sceptique sur ce concept-là. Alors, on n'est pas sceptique, mais ça ne peut pas être du full remote. Esprit. Voilà, c'est pas notre esprit. C'est-à-dire qu'on a quelques collaborateurs qui sont full remote aujourd'hui et ça fonctionne parfaitement bien et on est tout à fait ouvert à l'option. En revanche, notre croyance profonde, c'est qu'on est meilleurs ensemble. On est meilleurs ensemble. C'est un beau slogan. Plus de 400 postes ouverts chez The Fork. Allez donc jeter un œil sur l'onglet. Il y a peut-être des postes qui correspondent à vos attentes. À Paris, bien sûr, mais dans le monde aussi. Également. Puisque c'est une entreprise internationale. C'était il y a un an la marque La Fourchette. Pour ceux qui s'intéressent à la restauration et qui aiment aller bien manger à des prix parfois tout à fait attractifs. Exactement. Évidemment, c'est tout l'intérêt de The Fork. Merci. Merci Thibaut Darcy. Vous êtes le DRH de The Fork avec des postes ouverts, je le rappelle. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation aujourd'hui. Merci Saïd qui était au son. Merci à Fanny Griesmer qui aujourd'hui était seule. On a une petite pensée pour Margot Ruot. Je vous retrouve demain évidemment avec l'équipe au complet. J'en suis sûr. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.